Good afternoon to you, everyone. Thanks for keeping the fidelity by joining us in this edition of the Midday Balungwa Newscast on Equinox Television. Nathan Yambou, bonjour. Bonjour Innocent Azé, mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. Après 2 semaines de calvaire et menaces de grogne sociale des populations de l'entrée est de la ville de Douala, le ministre des Travaux publics est venu s'enquérir de la situation et à la grande surprise, le constat qu'il fait est inquiétant. L'entreprise chargée des travaux est accusée de retard dans l'exécution du chantier et peine à respecter le cahier de charge dans lequel il est prévu des voies de contournement pour fluidifier le trafic. Le reportage de Warenze de Flavien Valondongo. Pénétrante est de la ville de Douala, le ministre Nganou Djoumessi effectue une descente sur le terrain après le calvaire décrié par des usagers de la nationale numéro 3 en chantier. Face à l'entreprise en charge des travaux, le patron des travaux publics veut comprendre le système de travail mis en place. Est-ce que vous devez faire les terrassements en saison des pluies? Et la réponse est simple. Dans la saison pluie, on ne fait pas les travaux de terrassement. Terrassement, c'est-à-dire déblai et remblai, on l'a pas fait. Ici, c'est le deuxième point. Ici, c'est une déviation. Quand on cassait cette route, les camions, les véhicules, ils devaient passer cette déviation. La réplique ne semble pas satisfaire le ministre des Travaux publics. Les gens qui sont là-bas, comment ils font maintenant pour se déplacer? Puisque vous empêchez qu'ils se déplacent, les gens qui sont là-bas, voilà les gens. Comment ils font maintenant pour se déplacer? À y voir de près, le matériau utilisé pour l'aménagement de la voie publique en cette période de pluie n'est pas adapté, d'où les flaques d'eau qui inondent le chantier. Vous avez créé un petit lac derrière là, c'est ça que le directeur parle. Et maintenant vous avez utilisé un matériau qui n'est pas adapté pour être utilisé en saison des pluies pour travailler. J'espère que le chef de la mission de contrôle, quand c'est approuvé, votre rôle c'est de surveiller. Vous ne devez pas vous substituer à l'entreprise, monsieur, et que ça cesse. Vous êtes mission de contrôle ou vous êtes chef d'entreprise? Bon Dieu! Dans un langage teinté de germes de colère, le membre du gouvernement ne semble pas satisfait. Les travaux en cours à la pénétrante est de la ville de Douala nécessitent des voies de contournement afin de réduire la souffrance des usagers qui dure depuis des semaines. L'entreprise qui, selon des sources, aurait bénéficié d'une partie du financement n'est pas tombée du ciel. Mais à écouter Nganou Djoumessi, elle sortirait de nulle part. Je vais lui poser une question. Il a eu à construire les routes où déjà dans le monde? Il a fait des projets de routes à Congo, Kenya. C'était des routes neuves ou bien c'était des réhabilitations? Il y a des routes neuves, il y a aussi des routes de réhabilitation. Avait-on attribué le chantier à une entreprise de basse classe? C'est tout comme, puisque la qualité des travaux effectués ici est critiquée par le membre du gouvernement. Comment vous pouvez choisir de couler un dallot sur place, sur un itinéraire? Vous devez avoir des éléments préfabriqués ailleurs pour venir poser ici, monsieur. Vous voyez ce que ça crée? Parce que la réalisation d'une infrastructure n'est pas d'accentuer les difficultés de la population. C'est plutôt d'améliorer les conditions de circulabilité pour aller d'un point à un autre. Ce ne sera jamais d'accentuer ces difficultés. Donc, bonne option, mauvaise mise en œuvre. Les usagers de la pénétrante est de la capitale économique du Cameroun vont encore souffrir pour quelque temps en attendant de créer une voie alternative. Les directives du ministre des Travaux publics ayant été balayées du revers de la main par l'entreprise. Cela n'a pas été fait, donc il y a eu la cohabitation dans la circulation des usagers et les travaux qui a abouti à cette congestion. Une entreprise a été sélectionnée pour réaliser ces travaux. Une mission de contrôle a été sélectionnée pour en assurer la maîtrise d'œuvre. Mais nous notons avec beaucoup de peine bon nombre d'insuffisances. Tout cela s'apparente à un aveu d'échec du membre du gouvernement. Néanmoins, le ministre des Travaux publics tente de se racheter en s'appuyant sur la décision du préfet du département du Vouri. C'est pour cela que la première décision prise a été celle de ramener, de mettre à un bon niveau de service l'axe alternatif qui vient d'être identifié et qui fait 18 km. Nous allons très rapidement la réparer, traiter toutes les dégradations pour la rendre circulaire.
Des mesures seront certainement prises au terme de la visite de travail que vient d'effectuer le patron des travaux publics à Douala. Tous les travaux réalisés par l'entreprise vont être évalués. Nous allons pouvoir apprécier la qualité de ces travaux. Toutes les prestations réalisées par la mission de contrôle vont être évaluées. Nous allons pouvoir apprécier la consistance de ces prestations et les décisions futures suivront. Par ailleurs, le gouverneur de la région du littoral devra jouer un rôle important pour la suite de l'aménagement de la pénétrante est de la capitale économique du Cameroun. Et la vague d'indignation provoquée par les embouteillages monstres à l'entrée est de la ville de Douala suscite de vives réactions de la classe politique et les sanctions annoncées par le ministre Nganou Djoumessi peinent à convaincre ceux de l'opposition. Il critique les méthodes de gestion et le manque de moyens financiers pour l'exécution des travaux. Par contre, au sein du parti au pouvoir, on attribue ces lenteurs aux aléas dans la mise en œuvre du développement. Des réactions recueillies par nos reporters Farel Bounia et Kediara. Les travaux engagés à la pénétrante est de la ville de Douala, responsable de nombreux embouteillages dans la capitale économique, suscitent la réaction des acteurs politiques. Alors que la population révoltée continue d'en payer le prix fort, Aïssi Bessala, militant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, met ses désagréments sur le compte des efforts à fournir pour la participation au développement national. Il y a une expression réelle qui est dans le milieu des gens qui construisent des villes. Pour construire une ville, il faut d'abord casser. On ne peut pas vouloir que il y a face un miracle, que tout d'un coup vous avez les routes partout, l'électricité partout, l'eau partout et surtout les voies comme ce qui est en train d'être fait. Il faut quand même supporter un peu de sacrifice. Une analyse contre laquelle Maître Fidèle Djoumbissi, cadre au sein du MRC, s'insurge. Pour l'homme politique, ces désagréments sont un aveu de faiblesse, preuve vivante d'une politique gouvernementale mal pensée. C'était prévisible. On ne peut pas avoir un tronçon de plus de 10 km sur lequel il existe une seule voie de contournement, c'est-à-dire l'axe Niala-Ndokoti, et on engage les travaux sur les deux axes au même moment. Et cela démontre que ni la communauté urbaine, ni le ministère du développement urbain n'ont pris aucune disposition pour le plan de circulation dans la ville de Douala. Et cela montre que ces gens qui sont aux affaires ne se préoccupent pas du bien-être des populations. Un point de vue soutenu également par Jean-Robert Wafo, militant SDF, alors que les experts continuent à chiffrer à plusieurs milliers de francs CFA les pertes et manques à gagner suscités par la paralysie qu'entraînent les travaux. Il en rajoute une couche et apporte de nouvelles explications aux problèmes. Le supplice que vivent les Camerounais du côté de la pénétrante Est est le fait de la mauvaise gouvernance. Quand je parle de mauvaise gouvernance, je parle de surfacturation et de rétro-commission. À titre d'illustration, Abidjan est à son 5e pont. Le pont de Marcory, qui est long de 6,5 km, avec 3 niveaux d'échangeurs, a coûté 140 milliards de francs CFA et a été livré en 2 ans. Le pont du Vouri, qui n'est que long de 600 mètres, donc 10 fois moins que la longueur du pont de Marcory, a coûté le même montant, a été débuté en 2013 et n'est pas encore achevé. Sur la collision entre les travaux sur l'axe lourd et sa seule déviation connue, à l'occurrence l'axe Ndokoti, Niala-Château-Yassa, et leur durée, malgré les plaintes, le politicien renchérit. La vérité qu'il faut dire aux Camerounais, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent parce que tout l'argent qu'on collecte dans les 360 communes de la République, du fait du principe de l'unité des caisses, sont acheminés à Yaoundé. C'est Yaoundé qui détermine les priorités. Les priorités de Yaoundé, c'est quoi? C'est le paiement du salaire des fonctionnaires, c'est la crise de sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest, à l'extrême nord, dans une partie de la Damawa et à l'est. Donc le reste là,
que je peux appeler donc le résidu, c'est ça qu'on dispatche un peu partout. Si les travaux d'agrandissement de cette route sont supposés à terme décongestionner complètement la circulation dans la ville et même sur le corridor Douala-Bangui, il faut dire que les populations qui en subissent les retombées sont désormais animées par une inquiétude, celle de voir la rentrée scolaire arriver sans qu'aucune solution n'ait été trouvée. Tout autre chose à présent, dans un pays où une partie de la population est confrontée à une insécurité alimentaire, un scandale est mis à nu dans le cadre de la commercialisation du riz camerounais produit à l'extrême nord du pays. Selon l'ingénieur agronome Bernard Djonga, plus de 100 000 tonnes de riz camerounais sont abandonnées dans des usines de stockage. Pourtant, le Cameroun importe près de 800 000 tonnes de riz asiatique facturé à plus d'1 milliard de francs CFA et vendu sur le marché national. Donc, pour dénoncer cette situation, une pétition est lancée afin d'amener le gouvernement à favoriser la consommation des produits locaux. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. 160 000 tonnes de riz non décortiquées abandonnées dans les magasins de la Semerie à Yagua et Maga. C'est la conséquence de la sous-consommation de la production locale. Et dit que certains de ces stocks datent d'il y a 5 ans, il n'en fallait pas plus pour provoquer l'indignation de Bernard Djonga. J'étais en tournée dans l'extrême nord, je suis allé à Yagua et à l'occasion, j'ai cherché à visiter la Semerie. Alors, voyez-vous, quand j'arrive à la Semerie, on m'explique ceci, la chose suivante. Écoutez, M. Djonga, le riz paddy que vous voyez est là, parce que quand nous le décortiquons, il n'y a pas de preneur. Les commerçants préfèrent le riz importé, parce qu'ils réalisent de bonnes marges bénéficiaires sur le riz importé, que ce riz local qui leur revient plus cher à Yaoundé et du coup plus cher aux consommateurs. Ce ne sont pourtant pas les moyens de décortiquer et de mettre sur le marché le riz camerounais qui manquent. L'ingénieur agronome, président du parti politique Croix au Cameroun, soutient que des décortiqueuses d'une capacité de 5 tonnes par heure sont disponibles mais non utilisées. Le problème, c'est au niveau des importations. Bernard Djonga rappelle qu'en 2017, par exemple, 800 000 tonnes de riz ont été importées pour un montant de plus de 150 milliards de francs CFA. Ils disent que dans ce contexte, nous, on ne peut plus continuer à décortiquer parce qu'il n'y a pas preneur, raison pour laquelle la machine ne fonctionne pas. Parce qu'ici à Yaoundé, on nous laisse entendre qu'on autorise les importations de riz parce que la production locale est faible. Il y a paradoxe. Et ce qu'on voit là, c'est quoi? Ce n'est pas une production importée. Pourquoi on ne transforme donc pas ce riz? Et je me suis posé la question de savoir si le ministre du Commerce sait que la situation du riz local sur le terrain est celui que j'ai vu là. Pour Bernard Djonga, il s'agit d'une catastrophe que le gouvernement doit rapidement corriger. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est une catastrophe. Et nous, en tant qu'acteurs, nous pensons que c'est tout à fait normal qu'on puisse imposer un quota de riz local aux commerçants qui importent. Et c'est l'État à l'État de le faire. Et c'est pour ça que je vous dis d'entrée de jeu, nous interpellons l'État à ce que l'État assume ses responsabilités. Une pétition est en circulation. Elle sera déposée sur la table du gouvernement afin que soit désormais imposé un quota de riz local aux importateurs. Mais le président du CRAC menace en rappelant que si le gouvernement reste sourd à ses revendications, il ira plus loin. On ne reculera pas. Je préfère vous le dire. Nous avons prévu la situation, une lettre avec une situation décrite que nous déposons sur le bureau de tous les parlementaires au Cameroun et de tous les sénateurs au Cameroun pour leur dire que non, mais écoutez, pour importer 10 tonnes de riz, vous avez besoin d'une autorisation du ministère du Commerce. On vous dit, ok, on vous donne une autorisation de 10 tonnes, mais à condition que vous y ajoutez 2 tonnes de riz local. Bernard Djonga décrit la situation actuelle du riz camerounais comme un scandale, d'autant que c'est près de 130 000 familles qui sont affectées. Toute chose qui compromet déjà la prochaine campagne agricole.
Et des activistes camerounais ont une fois de plus manifesté de l'ambassade du Cameroun à Paris. Ils ont paralysé les services consulaires durant quelques heures et brandi des messages pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Une fois alertés, des unités de la police française ont donc interpellé certains activistes et ensuite un cordon de sécurité a été formé donc pour protéger la représentation diplomatique du Cameroun. À présent, ce publie reportage. La Fondation Fouatoula Kaji de Fosso se préoccupe de l'amélioration des conditions de vie des populations ici à Douala. Elle vient de procéder à la rétrocession de 2 forages au quartier d'Orbon ainsi que Madagascar. Reportage. C'est tout heureux et avec reconnaissance que les habitants des quartiers d'Ogbon et Madagascar ont accueilli la grande famille de la Fondation Fouatoula Kaji de Fosso, accompagnée du top management de l'Union camerounaise de brasserie, très engagé et déterminé à améliorer la qualité de vie dans les communautés pour ainsi prévenir les maladies hydriques et faciliter l'accès à l'eau potable. Merci à la société UCB de nous avoir permis d'avoir cette eau, une bonne eau potable. Un second forage pour les populations de Madagascar 2, c'était le vœu formulé par le chef du quartier lors de la cérémonie de rétrocession du premier forage en 2017. 2 années après, la Fondation Fouatoula Kaji de Fosso, en partenariat avec l'Union camerounaise de brasserie, répond à cette principale préoccupation des populations en dotant le quartier d'un 2e forage construit précisément au lieu-dit Petit Terrain. Sa Majesté le chef de quartier est venu me rencontrer. Il m'a dit que la société UCB voulait offrir un don de forage dans le quartier. Alors, voyant la nécessité de l'eau, vu que nous en souffrons tellement, j'ai dit, mais pourquoi ne pas céder une parcelle de terrain pour le bien-être de la population? Vraiment, je remercie la société UCB de nous avoir rendu ce grand service. À Dogbon, c'était avec beaucoup d'émotion que les populations ont reçu elles aussi leur forage, contentes de boire ce précieux liquide qui respecte les critères d'une eau potable. Les populations du quartier ont grandement remercié ce chef-d'œuvre qui vient les soulager et éloigner d'elles de nombreuses maladies hydriques. Je suis très ému pour ce forage. L'eau c'est la vie et une fois de plus, UCB vient de nous donner la vie. Et je vous remercie beaucoup cette compagnie. Je dis merci, merci et merci encore. Les cérémonies de rétrocession qui ont duré le temps d'un jet d'eau ont été ponctuées par de faits marquants, à l'instar de l'exposé des caractéristiques techniques du dit forage, composé d'une cuve de 3000 litres chacune, rechargeable automatiquement et de 3 à 4 robinets. Un joyau architectural qui demande un entretien méticuleux des populations, non seulement du forage, mais aussi des alentours. Nous demandons aux populations, à travers un comité de gestion de cet ouvrage, de pouvoir veiller, de pouvoir mettre de la propreté tout autour. Ils peuvent avoir une eau de bonne qualité à la sortie, mais si l'entourage, si les alentours ne sont pas bien entretenus, il y a de très fortes chances que cette eau soit recontaminée. Donc il leur revient d'en faire très bon usage et surtout de préserver la santé des populations et des enfants. Après les conseils, place au rafraîchissement pour les premières gouttes d'eau recueillies au nouveau forage qui, rappelons-le, est le 10e construit par la Fondation Fouatoula Kaji de Fosso sur l'étendue du territoire national et le 6e dans la ville de Douala. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Innocent Azzi. Exactly, Nadine Yambo. Good afternoon to your viewers. Following the new outbreak of cholera case in the far north region of Cameroon, efforts are underway to reduce or stop the spread of the disease, mostly a waterborne disease. The authorities in the far north region of Cameroon are multiplying efforts to provide the population access to potable water, reason why they've gone so far to construct 12 boreholes with support from the European Union. Sensitizations are equally on course. They are drilling the population on how to avoid the contraction of cholera. Details in this report compiled by Hemine Luga. With rainfall and poor hygiene condition of the population in the far north region, cholera has been remarked to be inevitable. Il y a le phénomène de défécation à l'air libre
There is a phenomenon of defecating in the open air which is being targeted by the state. During the rainy season, running water sweeps all along its way and this spreads death and cholera. Les défécations apportent justement la saleté et le choléra. Though inviting the public to adjust their hygiene practices, the locals blame the situation on the lack of quality and clean water, which they say leads to the spread of certain diseases. It's been a while my parents suffered of diseases caused by lack of water. There were diseases like dysentery, typhoid, which ravaged the population. It's more to this. Many so far, according to statistics, have been hit by the outbreak, with many deaths recorded. Deaths recorded just like the recent case in Kaili in the Mayo Kenny of the Far North region. With the persistent nature of the disease, moves towards sensitizing the public is certain to be optimal as it progresses. Before now, chief of centers were drilled on cholera talks, and the council alongside the European Union progressed in the sensitization of 11,000 persons who have been sensitized in Tokombere, so the people have a mastery now of hygiene principles. The European Union giving a helping hand to local councils in the heat region has ensured the construction of 12 boreholes to enable quality water provision, with a further project looking forward to construct pit toilets. Meantime, the project will have to ensure the construction of pit toilets in a bid to stop the spread of cholera via defecation in the open air. As it's now, the local administrators assure the situation is under control. In the following reports, we look at the survival of some educational establishments in the restive north and southwest regions of Cameroon, despite the deepening Anglophone crisis. A case in point is the Technical School of Agriculture in Kambe. How does this school survive in the midst of the Anglophone crisis? Mo Stella answers that question. Within Kambe town in Dongamantun division, relative calm exists. The inhabitants of the town go about their activities despite calls for ghost towns and lockdowns. However, they feel the pinch of the ongoing crisis. The prices of basic necessities are doubling as the main road leading to Kambe from Bamenda, Trundop and Kumbo has become a nightmare for locals. It has remained impassable for months and many who travel to and from the town use other roads which is 4 times their usual fare. Despite the difficulties, Dongamantun is ranked first in the Northwest region as far as school attendance and participation in state holidays are concerned. One of the institutions survive in a town where there are attempts by the separatist Ambazonian fighters to stop schools from functioning is the Technical School of Agriculture in Kambe. The school recently graduated its 6th batch of agro-pastoral entrepreneurs and its first batch of agricultural technicians. During the ceremony, the graduating students, via their representative, called on government to hasten up the insertion program and put in place the Farmers Bank so they can benefit and contribute their quota towards Vision 2035, given that the material and financial support will enable them start their own enterprises. The school also suffers acute shortage of competent personnel, insufficient classrooms, insufficient budgetary allocation, and dilapidated structures begging for rehabilitation. The graduation ceremony, chaired by Dr. Samuel Quinty, Senior Divisional Officer from Dongamantun, ends in a award of prizes to outstanding students. And now we equally continue talking about the Back to School campaign, this time around in Limbe, where some ex-students of Government High School Maninguba are calling on parents to brave fear and send their children to school come September the 2nd, 2019. Details with Davidson Maimu. With series of back-to-school campaign, especially within the northwest and southwest regions of the country that has been hit by the ongoing Anglophone crisis for close to 3 years, causing some schools to shut down
others partially functioning, and thousands of pupils and students forced out of schools, with some relocating to nearby cities and towns within the West, Littoral, and the Central regions respectively. Ex-student of Lycée Maninguba, formerly called Lycée Moderne de Kongsamba, in an extraordinary executive meeting geared towards giving back to their alma mater, used the event to add their voices, begging for a hitch-free opening of the 2019-2020 academic year within the Anglophone regions. I think that students must go back to school. It is very important. No civilization can grow without school. That is all. No matter what's going on, students must go back to school. Our prayer is just to leave those guys, those children go to school. We are praying to peace in this country. All the way, peace. And let children go back to school. We should go to school, whatever the case, we should go to school. It is actually in the interest of all of us to go to school. We can continue to live as a family, as one, as we used to be when we were in those old days. To the ex-students, the extraordinary meeting is holding in Limbe, Southwest region, in solidarity with the Anglophone education family to bring back the love and oneness that exists in the past. Students of this school were from various cultural backgrounds, different regions of Cameroon. We are all brothers. We love each other. That is the same love which brings us together today. That is the love we have come to share with the Limbe population today. The ex-student will be carrying out a project of about 8 million CFA francs before the start of the school year. Projects are just like rehabilitating some few classrooms, making sure that we first of all start by painting, rearranging the roofing that are leaking, bring back the paints and the floors and whatever. So, Free books titled I Have Eight, written by Blashes Ngome, one of the ex-students, was equally distributed to school heads, churches, meeting groups, and other organizations. HIV does not only attack a special category of people. That's why we have decided to bring on board everybody, and that's why everybody has received those books today. The extraordinary meeting of Lycée de Maninguba, formerly called Lycée Moderne de Kongsamba, also aimed at amending the constitution of the association and strategize for future projects, all aimed at giving back to the school that molded them for who they are today. The Minister of Public Works, Emmanuel Ngannou Jomesi, was in the Littoral region yesterday, notably at the east entrance into the town of Douala to inspect rehabilitation works on the Yassa stretch of roads linking Douala and Yaoundé. The stretch roads which now records heavy traffic jam, and according to the minister, he frowned and accused the Chinese company in charge with the rehabilitation works for delay. He cried loud of the blockage of drainage channels and equally creation of potholes in the middle of the roads, as well as blockage of various entrances hindering the circulation of vehicles and mobility of persons. He doubts the competence of the company and criticizes the quality of work done and the materials used on the road this rainy season. The minister equally says works upon completion shall be evaluated and a form of appreciation applied. He equally asked the company to respect the deadline to hand over the project, and equally supported the decision taken recently by the senior divisional officer for Wuri Division, stopping or banning circulation of heavy-duty trucks of various categories from entering into the east entrance of Douala in order for circulation to be re-established.
I will now talk something else. Equinox, that is morning, one of his correspondents, that is the Kumba correspondent, Obo Ivor, popularly known as Ogalai, he died yesterday after a prolonged illness. The Pidgin newscaster for a local radio station died in Kumba. That's Tuesday, August 6, 2019, at the Mayemeng District Hospital after a prolonged illness. As I indicated, loved ones, pressmen and women in Kumba conveyed the corpse to the Kumba District Hospital mortuary. Obu Ivor braved the armed conflicts to cover happenings for Equinox Television and Radio. The Association of English-Speaking Journalists in Kumba chapter says Ogalai has been a very active member and will forever be remembered for his wits and humor. And here now is an extract of what some of the journalists in Kumba said about Ogalai, as he is called. Ivor, popularly known as Ogalai, a reporter of the Lakeside Radio and the correspondent for Equinox Television. Obo Ivor has been a very staunch reporter, especially during this period of crisis where he braved all the odds, penetrating the hinterland to report on, especially the Kwakwa incident. He was the first to report on the Kwakwa incident. So we really regret missing him. I really feel it when I saw him most, for he was one of my closest collaborators here in Kumba. It's actually very beautiful, and I want to say that those of us in Meme who have worked with Ogalai, I for example have worked with Ogalai since 2007. Obo Ivor was his name, and we knew him as Ogalai. He had wonderful programs at the time when we were at Ocean City Radio as colleagues. Then he later moved to other media houses. We will always cry him, but we pray that God will give him rest in his bosom in Jesus' name. And that's it for this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. God willing. Nadine Yambo, on se revoit. Exactement, Innocent Azé, le prochain rendez-vous c'est à 16h. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.